Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bonne année à toutes et à tous. Il est tout juste 19h. C'est l'heure du journal. Première édition d'information sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI a assisté hier au palais El Bahra à Abu Dhabi au conseil de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan dans le cadre de la visite de travail de fraternité qu'effectue le souverain à l'État des Émirats Arabes Unis Frères. Une première mondiale, un exemplaire du Saint-Coran entièrement écrit par des femmes ayant suivi des cours de lutte contre l'analphabétisme, des femmes de toutes les régions du royaume qui ont contribué chacune par l'écriture d'un mot. Et puis page culturelle avec le groupe Tagada de la musique au théâtre, la troupe interprète des contes du patrimoine, Hajar Toub, une pièce théâtrale où se dégage beaucoup d'émotions et de rire. Nous découvrirons cela en fin de journée. Et toujours à l'occasion de l'avènement du nouvel an de l'Hégire 1440, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu de nombreux messages de vœux et de félicitations, messages qui émanent du souverain hachémite Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, du président de l'État des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Message également du président de l'État des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Message également du prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, de l'empereur du Japon Akihito et du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Abdelaziz Ben Othman At-Twijri. Nous le disions au titre Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu l'assiste a assisté lundi au palais El Bahra à Abu Dhabi au conseil de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu'effectue le souverain à l'État des Émirats Arabes Unis Frères et qui coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance de feu son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal dont voici la traduction. Le communiqué du cabinet royal précise que dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu'effectue Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'État des Émirats Arabes Unis Frères et qui coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance de feu son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, que Dieu ait son âme, Sa Majesté le roi Mohammed VI a assisté hier à un conseil de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan au palais Al Bahra Abu Dhabi, conseil qui a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, dont leurs Altesses les Chiours, membres de la famille, les membres du gouvernement et les notables et éminentes personnalités de la société émiratie. Par la suite, une réunion élargie s'est tenue sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son frère, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, en présence du côté émirati de son Altesse Cheikh Saif Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre, ministre des Affaires de la Présidence, et son Altesse Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et du côté marocain, de messieurs Fouad Ali Himma, conseiller de Sa Majesté le Roi, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et Mohamed Aitou Ali, ambassadeur du Maroc à Abu Dhabi. Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu ensuite des entretiens en tête-à-tête pendant environ 1 heure avec son frère, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Entretiens qui ont porté sur les moyens et mécanismes pratiques à même de favoriser la poursuite et la consolidation de l'action commune en vue de hisser les excellentes relations existantes entre les deux pays et en faire un modèle de coopération bilatérale, une coopération concrète et efficiente.
Les deux parties ont également examiné différentes questions d'actualité régionale et internationale, insistant particulièrement sur les modalités de coopération pour consolider la sécurité et la stabilité. Dans le même cadre, il a été procédé à des concertations sur la situation en Libye sœur. Cette rencontre, ajoute le communiqué du cabinet royal, s'inscrit dans le cadre des liens de fraternité sincère, de loyauté permanente et de considération mutuelle qui unissent de tout temps les deux familles sœurs et des relations de solidarité agissantes et de coopération fructueuse existant entre les deux pays. Cette rencontre s'inscrit également dans la lignée des consultations permanentes et de la coordination étroite entre les dirigeants des deux pays en concrétisation de leur ferme volonté de consolider ces relations privilégiées dans tous les domaines de coopération au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères. La Serbie réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et souligne l'importance d'une solution politique aux conflits régionaux et en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président serbe, qui a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a réaffirmé le soutien de la Serbie à l'intégrité territoriale du Maroc, se félicitant des liens solides de coopération entre le Royaume du Maroc et la Serbie. Les relations avec le Maroc connaissent une dynamique positive, a affirmé pour sa part le vice-premier ministre serbe et ministre des Affaires étrangères, Ivica Dačić, lors d'une conférence de presse à Belgrade avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nassar Bourita, à l'issue de la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la jeunesse et des sports. Pour sa part, M. Bourita a exprimé à cette occasion le soutien du Maroc à l'intégrité territoriale de la Serbie, notant que le Royaume est contre les déclarations unilatérales d'indépendance. La visite de M. Bourita à Belgrade est la première étape d'une tournée dans la région des Balkans, avec pour objectif de s'ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen. Après Belgrade, M. Bourita se rendra à Bucarest en Roumanie et à Sofia en Bulgarie. Direction New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a cité en exemple les efforts du Maroc en matière de promotion des énergies propres, comme en témoigne le complexe d'énergie solaire Nour à Ouarzazate, qui permettra d'alimenter en électricité plus d'1 million de foyers d'ici 2020. Le Maroc construit une ferme solaire de la taille de Paris qui alimentera plus d'1 million de foyers d'ici 2020 avec une énergie propre et abordable. C'est réjoui M. Guterres dans un discours prononcé au siège de l'ONU à New York à la veille d'une réunion sur le climat organisée par l'État de Californie à San Francisco du 12 au 14 de ce mois et rassemblant des acteurs au niveau national, régional, local, ainsi que des entreprises et des organisations philanthropiques. On va en Égypte à présent. La Ligue arabe condamne la décision américaine de fermer le bureau de l'OLP à Washington. Cette décision fait partie d'une série de politiques et de procédures injustes prises par les États-Unis à l'encontre des Palestiniens en vue de faire pression sur leur cause, a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe. Nous réaffirmons que les droits du peuple palestinien ne sont pas à vendre, avait déclaré hier le secrétaire général de l'OLP, Saïb Erekat. La politique de l'actuelle administration américaine a commencé par le transfert de son ambassade à Jérusalem en mai dernier. En août, Washington avait annoncé de stopper son aide économique aux Palestiniens qui s'élevait à plus de 200 millions de dollars. Et puis au dossier syrien à Idlib, dernier bastion rebelle, les habitants fuient en masse dans des camions. Ils entassent le minimum pour survivre. Ils sont au nombre de 50 000 personnes qui ont pris la direction des campagnes alentours. Les bombardements du régime soutenus par la Russie se poursuivent. Des frappes qui ont touché d'ailleurs des hôpitaux. Quelques 3 millions de personnes, dont la moitié sont des déplacés, vivent dans la province d'Idlib. Les Nations Unies disent craindre une nouvelle catastrophe humanitaire et le déplacement de 800 000 personnes en cas d'assaut. Une série d'attaques à l'est de l'Afghanistan fait plus de 33 morts. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu de participants à une manifestation près de la frontière pakistanaise. Les manifestants bloquaient l'autoroute, assurant le passage entre les deux pays pour protester contre la nomination d'un nouveau chef de la police. Le bilan fait état également de 128 personnes blessées. Quelques heures plus tôt, une double attaque avait visé une école de filles à Jalalabad, faisant un mort et 4 blessés.
attaques non encore revendiquées. Le groupe État islamique et les talibans sont très actifs dans la région. Et puis la Russie étale sa puissance militaire à Tchitia en Syrie, en Sibérie. Près de 300 000 hommes ont pris part à de gigantesques manœuvres, les plus vastes de l'histoire de la Russie. Baptisé Vostok 2018, ce déploiement massif réunit les armées chinoises et de Mongolie. Cette démonstration de force est similaire à Zapad 81, qui, il y a 40 ans, avait mobilisé entre 100 000 et 150 000 soldats du pacte de Varsovie en Europe orientale. Aux 300 000 soldats s'ajoutent 36 000 véhicules, 1000 avions et 80 navires. Le président russe Vladimir Poutine devrait assister à Vostok 2018 au Forum économique de Vladivostok qui intervient dans un contexte de tension, d'ailleurs avec les Occidentaux. On revient chez nous. Poursuite à Fès des travaux de la deuxième édition de la conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions. Placée sous le thème « Altérité en question », elle vient témoigner du rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le processus du dialogue interculturel et interreligieux. Un des objectifs de la conférence, apporter des réponses concrètes aux défis actuels et à ceux d'un modèle d'une société basée sur le respect des identités culturelles. Reportage Mohamed Ouaibi, Nissim El-Hamdaoui. À l'heure où une grande partie du monde opte pour une posture de repli sur soi, il est plus que jamais nécessaire de prêcher le dialogue des cultures et des religions. Depuis Fès, terre de convivence, l'appel au vivre ensemble est lancé. Le cadre s'y prête. Une conférence internationale marquée par un message royal dans lequel le souverain souligne la singularité d'un modèle marocain où la coexistence est profondément enracinée, notamment entre musulmans et juifs. Sa Majesté a bien voulu nous accorder son parrainage. Cela veut dire toute l'importance que Sa Majesté le Roi accorde au dialogue des cultures, accorde au dialogue des religions. Et pour nous, francophones, et pour nous, Africains, le Maroc est une plateforme du dialogue des cultures et du dialogue des religions. La pluralité qui existe au Maroc, principalement du point de vue culturel et artistique, peut contribuer de façon réelle au dialogue des cultures et des religions. Le modèle de société adopté par le Maroc est le fruit de réformes lancées dans le pays pour construire un rempart contre les courants subversifs. La tenue de cette conférence dans le Royaume est la plus belle reconnaissance internationale de l'engagement du pays en faveur des valeurs de paix et d'ouverture. Le Maroc en entier promeut la coexistence entre les religions et la diversité culturelle. Le Royaume a pris des initiatives uniques favorisant le vivre ensemble et le dialogue des cultures, et cela depuis très longtemps. Cette deuxième conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions se tient en prélude du 17e sommet de la francophonie, prévu le 11 et 12 octobre à Erevan, en Arménie. Une première mondiale, un exemplaire du Saint-Coran entièrement écrit par des femmes ayant suivi des cours de lutte contre l'analphabétisme des femmes de toutes les régions du royaume. Ce sont donc des milliers de femmes qui ont contribué chacune par l'écriture d'un mot du livre saint. Le résultat est un exemplaire inédit du Saint-Coran que nous vous proposons d'ailleurs de découvrir dans ce reportage signé Abdullah Al-Shgar sur le commentaire de Mohamed Aïkeshka. Al-Haqq. La vérité. Al-Haqq, l'un des 77 000 mots qui composent les sourates du Saint-Coran. Elles rédigent chacune un mot, un seul. Mais elles le font sur toute une page, le même mot des dizaines de fois répété pour parfaire la graphie de chaque lettre, de chaque syllabe. Un véritable exercice de calligraphie confié à des femmes qui, jusqu'il y a peu, étaient analphabètes. Des femmes qui ont bénéficié de cours d'alphabétisation dans les mosquées. L'idée, tout comme le résultat, sont inédits. Surat al-Alaq, en exemple. Chaque femme est aidée, encadrée, supervisée
jusqu'à ce qu'elle aboutisse à écrire correctement le mot qui lui a été confié. Cet exemplaire sera consulté par les générations présentes et futures qui vont apprendre qu'il est le résultat du travail de leur mère, de leur grand-mère, de leur sœur. C'est un honneur et une fierté pour toutes les bénéficiaires des programmes d'alphabétisation dans les mosquées du royaume. Le nouvel exemplaire, unique en son genre dans le monde entier, est donc l'œuvre de femmes ayant bouclé 2 ans de cours d'alphabétisation dans les mosquées à travers les 12 régions du royaume. Et ce qui frappe également dans cette œuvre, c'est la beauté, l'esthétique de la lettre, la dimension artistique de l'écriture, des mots par des femmes alphabétisées. On passe à notre page culturelle à présent. Célèbre en tant qu'artiste de la chanson durant les années 70, le théâtre est aujourd'hui leur passion retrouvée. Le groupe Tagadda est sur les planches aujourd'hui. Hjar At-Toub, une pièce théâtrale où se dégage beaucoup d'émotions et de rires. Ils se sont produits à Casablanca. Reportage Mounia Marouche. Beaucoup d'émotions et de rires, une fresque sociale qui nous plonge dans les mœurs des habitants du monde rural d'antan. Voilà ce qui caractérise la pièce du théâtre Hjar At-Toub du groupe mythique Tagadda. Le groupe Tagadda a été fondé en 1972 en tant que groupe de théâtre et des arts populaires. Nous sommes certes célèbres en tant qu'artistes de la chanson, mais notre première préoccupation était toujours le théâtre. Sur scène, des acteurs aussi drôles que créatifs jouent avec brio et dynamisme. Des histoires simplissimes au milieu d'un cadre bucolique. Une peinture poétique de la campagne d'une certaine époque. Ce groupe a plus de 50 ans d'existence. Il s'impose encore sur la scène nationale par sa riche production artistique. Si je suis là ce soir, c'est pour apprendre de ces vétérans. Le groupe Tagadda est une grande référence. Il n'y a pas mieux que cette satire sociale pour voyager à travers ces temps anciens du Maroc ancestral et pour plonger dans nos propres souvenirs. On passe à la météo pour refermer notre édition. Attention aux averses orageuses, elles seront localement fortes et ce jusqu'à 1h ce soir, 1h du matin ce soir, et elles toucheront les provinces de Taza, Assazag, Smara, Boujdour, Oueddab, Aousserd, province de Rachidiatin, Ghir Zagoura, Figig, Jarada, Midelt et Ouarzazat. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Oula 21h. Une excellente soirée. À demain.